Je suis Grégory Pouy et vous écoutez Vlan, un podcast qui vous aide à être plus serein en comprenant, avec nuance, le monde dans lequel nous évoluons. Est-ce que vous avez remarqué à quel point c'est difficile d'avoir un dialogue aujourd'hui, parfois avec son conjoint, sa conjointe, ses amis, sa famille, ses collègues? Tout nous semble tellement fragmenté, tout nous semble tellement polarisé, on a besoin d'avoir un avis sur tout. Évidemment, il est radical cet avis, et chacun y va de sa recherche, de son étude. On parle même plus des mêmes faits. Aujourd'hui, j'ai l'immense plaisir de recevoir Valérie Gauthier, qui est une chercheuse, qui était prof au MIT, qui a créé le MBA de HEC, et qui vient d'écrire un bouquin sur le dialogue. Et avec elle, on va parler de ce sujet qui est fondamental, parce que sans dialogue, il ne peut pas y avoir de société. Et dans un monde où les opinions se polarisent, où les échanges se réduisent, souvent à des débats qui sont complètement stériles, Valérie nous donne une méthode. Elle nous invite à redécouvrir ce que signifie de vraiment être en relation. Donc ensemble, on va parler d'écoute, d'attention, d'authenticité. On va voir comment ces éléments sont essentiels pour construire des liens profonds, enrichissants, que ce soit au niveau personnel ou évidemment professionnel. Je vous laisse écouter cet épisode. Je vous souhaite une très bonne écoute. Allez Vlan, c'est parti. Donc, bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Valérie. Bonjour Grégory. Comment ça va? Très bien. Bon, on a déjà fait un épisode ensemble. C'est le deuxième. Ouais. Mais c'était sur l'autre podcast, sur Ping, sur le leadership. Et là, on va parler de relations. On va parler de dialogue, qui sont des choses qu'on a un peu perdues quand même dans notre société. C'est quoi la place de la relation dans nos vies aujourd'hui en tant qu'humains? La relation, on va le prendre à l'envers. Sans relation, il n'y a pas de vie. L'humain est un être fondamentalement social, et donc si on laisse un humain tout seul, isolé, il se renferme, il va parler à lui-même ou à elle-même, et donc il y a pas de société. Donc la relation, c'est la clé de l'humain, c'est la clé de nos vies, et c'est indispensable à pas seulement notre survie, mais à notre façon d'exister, à notre façon de grandir. Et comment on fait alors du coup ou c'est quoi les éléments indispensables pour avoir une bonne relation avec quelqu'un? Parce qu'on est en train de perdre ça, c'est-à-dire qu'on est dans un monde qui devient de plus en plus binarisé, où les gens s'engueulent, sont pas d'accord, ils ont un avis sur tout, qui est pas du tout éclairé en général, et on n'a plus de bonnes relations, on a de moins en moins des bonnes relations, ou alors on a des bonnes relations avec les gens qui sont d'accord avec nous, mais du coup ça limite vraiment le champ. Ouais. Donc c'est quoi les éléments qui nous permettent d'avoir une bonne relation? Avant tout, une bonne relation, c'est l'écoute. C'est l'écoute de l'autre, c'est aussi l'écoute de soi, parce que pour rentrer dans une bonne relation, il faut être capable de se remettre en question, il faut être capable de se regarder soi-même et de s'ouvrir à l'autre. Donc c'est l'écoute, c'est l'attention, et quand je dis attention, c'est pas une attention intellectuelle, c'est une attention sensorielle, c'est-à-dire une capacité à regarder, à donner de son énergie et de son temps, et ça c'est ce qui se perd le plus et qui entache la relation. Pourquoi on le perd? On le perd parce qu'on est précipité par les intentions, le résultat, le faire, et qu'on ne se donne pas le temps de l'écoute, du sensoriel. Et en effet, tu parles de relations binaires ou de sociétés très binaires. Je suis sûr qu'on reviendra sur ce sujet-là parce que c'est une des clés également de problèmes dans nos relations. Le fait qu'on soit très polarisés et très distants, enfin opposés les uns aux autres, ne nous permet pas de donner le temps au temps et de donner le temps de la relation. Et cette absence d'attention ou cette absence d'écoute, elle fait que chacun tourne en rond dans son cerveau et dans sa vie et ne donne pas cette ouverture et ce temps à l'autre. La question que j'ai envie de te poser à ce moment-là, elle vient à la fin du livre, mais comment on fait pour être plus dans l'écoute, justement? Parce qu'en fait, je pense que si tu demandes à n'importe qui, est-ce que vous êtes dans l'écoute, tout le monde va te dire oui. Enfin, je pense plus ou moins, quand même. On a tous l'impression d'être dans l'écoute. On n'a pas envie de se dire, bah non, moi j'écoute personne, j'en ai rien à foutre, les autres c'est des connards. Personne ne se dit ça. Tu vois. En général, on se dit, bah oui, moi je suis dans l'écoute, c'est juste que les autres c'est des cons. Tu vois. En général, c'est comme ça qu'on pense. Comment on fait pour dépasser ce clivage? La question de l'écoute, elle est pas simple. Parce que on peut, par exemple, je peux faire semblant de t'écouter. Tu vas me parler, puis je vais faire comme ça. Et puis en fait, dans ma tête, je suis ailleurs. Et la notion d'attention et l'intensité de l'attention, c'est une phrase qui est très importante pour moi. Elle était coined par Warren Bennis quand il parlait du leadership. Et il disait que la clé d'un leader, c'est
l'intensité de l'attention. Et quand on parle d'intensité, on parle d'un effort. C'est-à-dire que c'est pas quelque chose de facile. L'attention, l'écoute, c'est un effort que l'on fait pour aller vers l'autre et chasser de son cerveau toutes les pensées et les idées qu'on a déjà et qui font qu'on ne peut pas écouter. Donc c'est une forme d'altruisme, c'est une forme de capacité à sortir de soi pour être à l'autre. Et être à l'autre, c'est un vrai effort. Ce qui veut dire que quand on a cette attention et cette écoute, on dépense une certaine énergie, ça veut dire qu'on ne la dépense pas ailleurs. Et donc cette force d'attention, elle requiert pas d'être un héros, mais en tout cas de consacrer son énergie et son effort à ça. Rien qu'à ça, et pas avec des intentions ou des objectifs qu'on a dans la tête. Et donc de pas réfléchir justement à l'argumentaire que je vais pouvoir te dire en réponse à ce que tu es en train de me sortir. Quoi. C'est exactement, c'est d'être dans l'instant. Et d'être dans l'instant présent, ça aussi c'est très difficile parce qu'on est tous dans des projections, on est tous soit dans des idées du passé qui nourrissent ce qu'on est aujourd'hui, soit dans une projection d'objectifs qu'on veut atteindre. Et du coup, quand on est dans ces moments-là, on ne peut pas être dans le présent. Et l'objectif, c'est vraiment d'arriver à être dans le présent pour se consacrer à l'instant, comme maintenant. Je ne sais pas ce qui vient après comme question. Je me concentre sur la question qui est posée et je donne le meilleur de moi-même dans l'échange qu'on a. Pour toi, c'est quoi le rôle des algorithmes dans cette incapacité de dialogue, on va dire? Et peut-être qu'avant cette question-là, d'ailleurs, je vais te poser une question avant. C'est quoi la différence entre le débat, la conversation et le dialogue? Alors, donc il y a beaucoup de questions là. Non, mais commence par la différence et après on reviendra sur. Je vais revenir sur déjà la notion de dialogue. Pour nous, c'est pas le dialogue au sens même originel du terme, qui est un terme grec. C'est mon côté linguiste là qui va ressortir. Dia, à travers, et logos, la parole. Donc la parole qui traverse. Ça, c'est la définition d'origine du dialogue. Pour nous, le dialogue, c'est un processus. C'est un processus qui va mettre en œuvre un mécanisme d'entente, d'observation, d'écoute et qui va générer quelque chose de nouveau. Donc c'est différent du débat parce que dans le débat, on va essayer de convaincre, on va porter ses idées et on va puncher nos idées par rapport à l'autre. Et donc, il y a une intention dans le débat. Dans un vrai dialogue tel qu'on l'entend nous, avec une posture choisie, c'est très important. C'est à la fois un engagement et délibéré et une volonté de chercher quelque chose qui n'est pas forcément connu. Donc il y a une forme d'incertitude dans le dialogue, alors que dans le débat, je campe sur mes idées, je vais pousser mes idées et on va puncher nos idées l'un contre l'autre. Et la conversation ? Et la conversation, par rapport au dialogue, c'est quelque chose qui est plus neutre, qui est plus léger, qui est moins intentionnel et moins avec cette posture, alors que moi j'appelle la posture des 3G, c'est-à-dire que inhérent au dialogue dans la dimension du savoir relié, etc., c'est une posture qui implique de l'authenticité. Donc, je vais être moi-même dans ce dialogue. Mais je vais aussi être généreux. C'est-à-dire que je vais intégrer, sans savoir où on va, tout ce que tu vas me dire tel que tu me le dis. Donc, je ne sais pas où on va, en fait. Et générateur, c'est-à-dire qu'on va vouloir produire quelque chose de nouveau. Donc, ça, c'est vraiment fort. Et c'est une démarche courageuse. Et c'est une démarche choisie. La conversation, on peut l'avoir tous les jours, on se rencontre et n'implique pas cette posture et ce courage. Mais en fait, c'est marrant, j'avais vu cet exemple hyper intéressant sur un dialogue entre une personne qui était pro-écologie, l'autre pro-économie. Donc, tu vois, c'est vraiment dans un fight, un débat. Donc, d'un côté, le débat, c'est moi, je pense ça, donc on n'est pas d'accord. Point. L'autre, c'est moi, je pense ça. Ah, mais attends, si je t'écoute, ça veut dire que toi, t'es sensible à ça. Ok, je comprends, mais malgré tout, je pense que ça reste ça. Donc ça, c'est la conversation, on va dire. Et après, le troisième niveau qui serait le dialogue, ça serait plutôt moi, je pense ça, moi, je pense ça. Mais en fait, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça. Ben oui, mais pour moi aussi, c'est important, ce truc. Par exemple, j'en sais rien, pouvoir boire de l'eau sans plastique dedans. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver en commun pour... qui puisse nous convenir à tous les deux. Et là, on est dans le dialogue. Exactement. C'est ça, hein. Et on arrive à construire quelque chose qui n'est pas anticipé, en fait. C'est en ça que le dialogue permet des idées nouvelles, permet de générer des idées nouvelles. Et j'ai un exemple que je cite dans le livre et que je trouve assez remarquable dans la façon de mener un débat au sens classique, c'est Thomas Negarov quand il fait ses politiques. Pourtant, on est dans des souvent positions très polarisées. Il arrive à amener les interlocuteurs
à potentiellement, pas forcément changer de point de vue, mais faire évoluer le point de vue. C'est une émission que j'aime beaucoup parce que je ressors toujours enrichi de quelque chose de nouveau parce qu'il y a eu cet échange constructif qui n'est pas a priori fini. C'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose qui se déroule et dont l'issue se déroule devant nous, devant nos yeux. Et ça, je pense que c'est très puissant et ça fait partie du dialogue. Et pour revenir à l'autre question sur les algorithmes, alors ça, c'est pour moi un vrai sujet parce que, en fait, les algorithmes, qu'est-ce que c'est ? On donne un input qui va générer des figures imposées, c'est-à-dire qu'on nous renvoie de l'information, on nous renvoie des objets, on nous renvoie des amis, par exemple. Donc l'algorithme nous renvoie ces éléments, mais derrière, on ne nous demande pas notre avis. En fait, on nous l'impose. Alors que ce qu'on recherche, et le problème des algorithmes, c'est que ça nous enferme dans ce que Chris Argyris appelle l'échelle d'inférence, qui est un outil que j'utilise beaucoup dans le dialogue, qui est cette capacité en bas de l'échelle, à être au niveau sensoriel pas d'interprétation, pas d'analyse, pas de jugement, juste la réalité telle qu'on l'observe et de comparer nos réalités, alors que plus on monte sur son échelle, plus on est dans des conclusions hâtives souvent qu'on prend sur des idées qui ont été émises mais qui ont été filtrées, interprétées, sur lesquelles on a tiré des conclusions comme des préjugés par exemple. Et ce que montre Chris Argyris, qui est très visible dans les algorithmes, c'est qu'en fait, on descend très rarement de son échelle et quand on en descend, on a les biais cognitifs qui sont ancrés en nous et qui nous voilent notre capacité de discernement et nous empêchent de voir comme l'autre la façon dont il va observer et comprendre la réalité. C'est-à-dire qu'on est chacun différent. Si on regarde ensemble un objet ou un tableau, on va avoir un regard différent qui se porte sur cette réalité. Et si on veut pouvoir comprendre notre perception réciproque, chacun l'un l'autre, il faut faire cet effort de chasser nos biais cognitifs, de chasser ce qui est dans notre éducation, dans nos prismes individuels, pour aller se mettre à la place de l'autre. Alors souvent, on parle d'empathie. Le problème de l'empathie, c'est que ça n'existe pas vraiment parce que je ne serai jamais toi et tu ne seras jamais moi. Mais je peux m'en rapprocher le plus possible en te posant des questions pour essayer de comprendre comment tu vois ce que tu vois, d'où ça vient cette perception et ensuite de construire ensemble ce chemin où on va voir des choses différentes, on va comprendre des choses différentes, mais on va quand même, par ce travail de compréhension mutuelle, arriver à construire quelque chose au-delà de nos différences ou même grâce à nos différences. Ouais, mais c'est ça qui est beau. Ça me fait penser, il y a un cartoon que j'utilise souvent pour montrer aux gens, tu vois, plutôt dans les relations unipersonnelles, donc avec une seule personne, ça peut être un couple ou un ami ou une amie, et pour montrer qu'on vit dans des univers différents. Donc ce qui peut te sembler évident à toi, l'est pas du tout pour l'autre nécessairement. Ou même, par rapport à la conversation qu'on avait juste avant sur le jeu que tu lances, une expérience, tu vas la vivre d'une manière XY, ou toi tu la vivrais de cette manière-là, et du coup l'autre le vit de manière complètement différente, et ça te semble très étrange, ou en tout cas c'est pas comme ça que toi t'aurais réagi, donc du coup t'as du mal à saisir comment l'autre le prend. Mais c'est vrai qu'il faut déjà avoir cette compréhension qu'on vit pas dans les mêmes univers d'une certaine manière. Et que, par exemple, si quelqu'un, je sais pas, quelque chose qui peut sembler évident, quelqu'un qui est très propre, on va dire, ou qui est limite maniaque, ça va lui sembler évident que tout le monde adore que tout soit extrêmement propre. Parce qu'évidemment, qui n'a pas envie que ce soit propre ? Ça n'a aucune logique. Et du coup, quelqu'un qui est un peu bordélique va pas comprendre. Parce qu'en fait, pour elle, la priorité, elle est ailleurs. Et du coup, ça crée des tensions qui sont inutiles, mais c'est simplement parce qu'il y a cette ignorance d'une certaine manière que le système de l'autre peut simplement être différent. Non ? Enfin, et pour revenir aux algorithmes, en effet, les algorithmes, ils ont une tendance à simplifier, ils ont une tendance à nous mettre dans des moules qui semblent être une évidence, alors que la réalité, elle est complètement différente. Et tu faisais référence au jeu. En effet, il y a un élément très très fort pour comprendre justement la finesse et la subtilité de nos différences, c'est par les émotions. C'est-à-dire que tu vas ressentir quelque chose qui semble évident pour tout le monde, alors que quand tu me racontes l'histoire de ton ressenti sans me dire ce que tu as ressenti, moi je vais interpréter quelque chose de complètement différent et une personne à côté quelque chose de complètement différent. Donc d'arriver à réellement comprendre ce que tu as ressenti, c'est un vrai travail. Et on en revient au propos d'origine, le dialogue c'est un travail.
c'est un effort. C'est pas quelque chose qui est facile et évident. Et c'est peut-être pour ça qu'on a de moins en moins de dialogue dans nos sociétés, c'est que cet effort, peu sont à même ou ont envie de le fournir, de mettre l'énergie, ouais. Bien que ça apporte des grosses différences dans nos relations. Oui, exactement. Et en fait, on a tous envie, je pense, d'avoir des relations saines, apaisées. Et j'ai remarqué quand même, ces derniers temps, on a tendance à beaucoup psychologiser les gens. Donc, on les met dans des catégories. Lui ou elle est toxique. Ou, j'en sais rien. Enfin, je pense au mot toxique parce que c'est un mot qui est tellement courant en ce moment. Mais, ou pervers narcissique il y a quelques années. Ou, je sais pas. En fait, on a tendance à catégoriser directement les gens dès que ça rentre pas dans les cases. Ouais. Parce qu'on n'a pas envie de faire l'effort de comprendre d'où ça vient. Alors, parfois, il y a des personnes qui sont vraiment toxiques. Je veux dire, évidemment, ça existe. Ouais. Ou des pervers narcissiques, évidemment, ça existe. Mais c'est pas la majorité non plus. Et on aime bien faire ça, catégoriser. Ah, bah, ça rentre pas dans mes cases. Pam, je le mets sur le côté et je le catégorise. Et en plus de ça, ce qui est très intéressant, c'est que cette catégorisation, cette typologie qu'on va faire des personnes nous extrait de la relation. Parce qu'en fait, on fait une focalisation sur l'individu, la personne ou l'objet, alors que ce qui est important, c'est la relation. C'est-à-dire qu'un pervers narcissique tout seul, s'il affecte personne, bah, c'est sa pathologie. Or, la manifestation de ce type de pathologie, elle est dans la relation, elle est dans l'effet que ça a sur les autres, elle n'est pas sur la personne elle-même. Et c'est la relation qui est le nerf de la guerre, en fait. Et c'est le travail sur la relation, c'est pour ça qu'on a investi énormément dans le savoir relié, dans la compétence relationnelle, dans comprendre ce qui fait que ce tissu relationnel va gérer nos sociétés, en fait. Et donc, comment améliorer ce tissu relationnel ? Bah, pour nous, c'est par le dialogue. En quoi le digital, ça nous oblige à repenser les liens ? Alors, le digital, en fait, il accélère et il polarise. Parce qu'il accélère les liens, parce qu'ils sont très simples. On va dire, dans les réseaux, je peux toucher n'importe qui dans le monde. J'ai un MOOC qui a 150 000 personnes qui l'ont fait, très bien. Et c'est le côté extraordinaire d'aller toucher des personnes qui, par ailleurs, n'auraient jamais pu avoir accès au contenu que j'ai pu développer. Donc ça, c'est le côté positif des réseaux et du digital. En revanche, le digital, il a eu tendance à déshumaniser la relation, et plus il y a du digital, plus il y a besoin au contraire de qualité relationnelle. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est pas incompatible. Moi, j'étais la première surprise quand j'ai développé le savoir relié et la méthodologie qui permet de développer son leadership à travers du savoir relié. J'ai été sollicitée pour le faire en ligne, exclusivement en ligne. Et je dis, mais jamais ça va marcher. Quand on va faire une relation interpersonnelle comme un duo, ça peut pas se faire en ligne, ça peut se faire qu'en présentiel. Et j'ai quand même tenté le coup. Et du coup, je me suis rendu compte que si, c'est possible de créer un lien très très fort entre deux personnes qui sont à distance, dans la mesure où on crée les conditions pour que cette relation s'exerce de la même façon qu'en présentiel. Alors, comment on fait ? On déclenche un mécanisme de prise de conscience et de travail sur soi. Et pour moi, c'est vraiment la pierre angulaire. C'est-à-dire qu'il faut d'abord être capable de réfléchir ou dans le jeu de raconter une histoire vraie, c'est-à-dire d'être sur soi, d'avoir cette authenticité, pour ensuite s'ouvrir à l'autre. Et c'est ce passage d'ouverture à l'autre dont les conditions, finalement, elles ne sont pas liées au présentiel ou au digital. Donc, le digital qui déshumanise parce qu'il crée un filtre, en fait, de la relation, il peut être brisé si on crée des conditions qui vont remplacer cette déshumanisation par un lien intentionnel de qualité, de dédier du temps et de la qualité, et qui va briser cette barrière du digital. Donc, c'est pas une fatalité, le digital. Même s'il a eu tendance à simplifier, polariser les relations et à déshumaniser les relations, il permet quand même, s'il est bien géré, de recréer du lien, en fait. Il distancie aussi un petit peu, parce que moi, je remarque de manière très basique, j'ai eu cette expérience hier, tu vois, donc c'est pour ça que ça me fait penser, mais d'un ami qui m'appelle et qui s'excuse de m'appeler. Et je lui dis, non, mais tu sais, je suis assez vieux pour que tu m'appelles. Il n'y a pas de problème. Mais c'est vraiment générationnel. Aujourd'hui, appeler quelqu'un, c'est hyper intrusif. Alors que, bon, moi, à mon époque, évidemment, il n'y avait pas de téléphone portable. Donc, il n'y avait pas WhatsApp. Il n'y avait évidemment pas les SMS. Et donc, appeler, c'est quelque chose d'assez naturel. Mais moi, je pense que, typiquement, pour parler de relations et de dialogue, il y a des gens qui dialoguent sur WhatsApp. Et je pense que, typiquement, WhatsApp ou n'importe quelle messagerie, c'est pas un bon outil de communication. C'est super pour le day-to-day, on va dire, le jour, tu veux manger où, on se voit quand, etc., etc. Mais si tu veux vraiment avoir une conversation deep,
Et ça arrive souvent dans les couples, justement, où tu t'échanges des messages. Et en fait, c'est pas le bon endroit parce qu'il y a tellement d'éléments invisibles dans le ton de la voix, évidemment dans la gestuelle, quand la personne est face à toi, que ça change tout, en fait. Et on a tendance à vouloir faire ces échanges par WhatsApp ou par SMS. Et je trouve que ça abîme la relation. Je suis plus que d'accord et je pense que derrière tout ça, il y a la question de la synchronicité versus la synchronicité. Bien sûr. Et pour moi, la relation ne peut vraiment exister, le dialogue ne peut vraiment exister que dans la synchronicité. Je parlais tout à l'heure du ici et maintenant. On ne peut pas avoir un dialogue asynchrone. Il est forcément synchrone. Donc il est, on s'appelle, ou on se voit, on échange, ou on fait une visio. Donc on peut utiliser un vecteur digital de communication et d'échange, mais le dialogue ne peut exister que quand on est ensemble, au même moment, dans un espace qui nous permet d'échanger. Et cette notion de synchronicité, elle est clé, alors que le digital a tendance à nous pousser vers la synchronicité, avec une forme de confort. Et ce que je trouve qui est très intéressant, je le vois chez des jeunes 34-35 ans qui reviennent au téléphone. Moi, ma fille, pendant longtemps, on ne se parlait que par WhatsApp. Beaucoup plus régulièrement depuis quelques temps, on s'appelle. Et cette je suis dispo ou pas, et vice-versa. Mais si on est dispo, on se parle en synchrone. Et on s'aperçoit, et ça, tout le monde tous celles et ceux qui le font s'en rendent compte, on est beaucoup plus efficace en synchrone qu'en asynchrone. Sans parler de ce que l'asynchrone génère en termes d'interprétation, de biais, d'attente. Enfin, c'est catastrophique. Ouais, c'est fou. Hein. Et pourtant, on insiste. Moi, je vois beaucoup des gens. Je donne ce conseil parfois à des gens qui s'engueulent, en l'occurrence. Je dis, le fais pas. Enfin, quand tu as une conversation importante à avoir, ne le fais pas par WhatsApp ou par SMS. Enfin, je veux dire, c'est pas le bon endroit parce qu'en fait. C'est tellement plus complexe que du coup, ça a forcément planté. Quoi. On ne peut pas tomber d'accord sur WhatsApp, c'est compliqué. Clair, ouais. C'est compliqué. Il y a un exemple que tu prends et que j'aime beaucoup, qui est un peu en décalage par rapport à la discussion qu'on a là, mais, parce que tu parlais de leadership tout à l'heure et je fais le lien avec ça, mais sur les chevaux et la manière dont les chevaux fonctionnent dans la nature, donc quand ils sont sauvages. J'aimerais bien que tu nous réexpliques comment ça fonctionne. Alors, ce qui est très intéressant chez les chevaux, c'est que les chevaux sont une proie. Le fait qu'ils aient traversé des millénaires, c'est une preuve d'efficacité. Il faut savoir que les chevaux fonctionnent en troupeau, hein, donc collectif. Donc il y a cet élément du collectif qui est très important aussi dans la société. Et ce qui est caractéristique chez les chevaux, c'est qu'ils ont un effort de respect de la compétence de chacun, sachant qu'on est tous différents et qu'on a tous des compétences différentes, et qu'en fonction de la situation de danger dans laquelle ils sont, c'est pour ça qu'ils ont été aussi efficaces à travers les millénaires, c'est qu'ils prennent la compétence la plus développée pour sortir du danger. Par exemple, si y a un danger, une menace d'un prédateur et que l'obstacle, c'est quelque chose à sauter, c'est le cheval qui saute le plus haut qui va prendre le lead. Si c'est la vitesse, c'est le cheval le plus rapide qui va prendre le lead. Donc la compétence technique de tel ou tel cheval va générer le leadership. Et en plus de ça, il y a toujours un cheval plutôt wise, plutôt senior, qui va superviser l'ensemble pour alerter. Une fois que l'alerte est donnée, c'est les compétences qui priment par rapport à la situation. Donc c'est situationnel et c'est poussé par la compétence d'individu. Et en même temps, le collectif se pose pas de questions. On est comme ça, on sait que c'est comme ça que ça marche et donc derrière on va suivre. Et donc ce collectif, c'est pas qu'il se range derrière, c'est que il va suivre parce qu'il y a un exemple qui est donné. Donc là, on parle de leadership par l'exemple et de leadership qui s'adapte au contexte. Donc il y a la notion de contexte qui est présente chez les chevaux et il y a la notion de compétences variables. Donc c'est pas un leader qui commande tout le monde, quelles que soient les circonstances. Et ce que je trouve qui est très intéressant à tirer comme leçon de cet exemple, c'est une forme d'humilité. C'est-à-dire que si on accepte qu'on n'est pas leader tout le temps, on est imparfait, on a des compétences et on a des limites, ça veut dire qu'on se connaît soi-même. On ne va pas avoir l'arrogance d'être capable de résoudre toutes les situations, être le leader partout. Et on va du coup s'appuyer
sur son entourage. Et c'est ça qui est important à prendre en compte, d'autant plus que le cheval est un animal très sensible et très sensoriel, qui va transmettre beaucoup de son énergie par ce biais-là. Et là encore, c'est une source d'inspiration pour moi, parce que ce qui manque dans les relations humaines, c'est qu'on a des relations qui sont beaucoup poussées par le cerveau, par l'analyse, par le jugement, ou les émotions, la peur, mais très peu par le sensoriel. Et le fait de mettre le sensoriel au premier plan permet de remettre en place, à sa place, l'importance du regard, l'importance de l'organe, les oreilles qui servent d'abord à écouter, et que ces notions-là qui ont été plutôt mises de côté sous couvert de tout ça, c'est la même chose, c'est des émotions. Moi, j'insiste sur le fait que les sens, ce ne sont pas des émotions, c'est autre chose, c'est une autre façon de se connecter à l'autre. Quand on touche, le toucher, c'est pas la même chose que la peur. Enfin, c'est vraiment des registres totalement différents. Et le cheval nous apprend à utiliser ces informations qui sont transmises et communiquées par une façon de bouger, une allure, une façon de trembler, une façon de regarder, qui est, chez l'humain, sert à rien aujourd'hui. Et donc, quand je parle d'attention, d'intensité de l'attention, quand je parle d'écoute, quand je parle d'observation, etc., c'est vraiment l'origine même de la relation pour moi. La confiance, ça joue aussi un rôle important dans la relation, j'imagine. Oui. Oui, la confiance, c'est un autre registre. La confiance, quand je parle de confiance, je m'appuie beaucoup sur Boris Cyrulnik, je m'appuie beaucoup sur le développement de l'enfant, l'importance de l'amour dans le développement de l'enfant, de la prise en compte de ce besoin de s'entourer pour créer une confiance naturelle, mais qui passe aussi par une relation sensorielle, parce qu'à nouveau, la relation humaine, elle commence d'abord par le fœtus qui entend, le toucher à la naissance, et tous ces éléments-là qui sont les éléments constructifs à la fois de la relation et de la relation de confiance. Après, dépasser ses émotions, c'est aussi accepter qu'on a peur. Quand on est un enfant, il y a un stade, un passage qui est la peur de l'étranger. Et cette construction de soi qui génère, s'il n'y a pas un entourage suffisamment rassurant, une instabilité et une perte de confiance, c'est quelque chose qui est sans arrêt menacé. Et donc la confiance, c'est quelque chose qui se travaille. Et pour moi, la confiance, elle part du principe que si j'accepte de me remettre en question et si j'accepte le regard de l'autre pour essayer de mieux me connaître et me comprendre moi-même, je vais grandir en confiance. Et c'est ce que j'ai montré avec le savoir relié, c'est que toute personne qui rentre dans cette posture, dans cet état d'esprit des 3G, qui est capable d'accepter le regard de l'autre comme un regard et non pas comme un jugement, et qui va dépasser ce stade-là, va apprendre sur lui-même ou sur elle-même, va grandir. Et systématiquement, en grandissant dans la connaissance de soi, dans la conscience de soi, va augmenter la confiance en soi. Et c'est cette confiance qui est la condition première d'une bonne relation. La confiance en soi, puis la confiance dans les autres. Absolument. Mais d'abord la confiance en soi. Absolument. On ne peut pas créer de la confiance, générer de la confiance en l'autre, et ça c'est très important quand on est dans des équipes, parce qu'on ne peut pas générer de la confiance en l'autre si on n'a pas confiance en soi. Attention, confiance n'est pas arrogance, confiance c'est conscience, c'est-à-dire j'ai fait ce travail qui me permet d'avoir une forme de sérénité, de sagesse vis-à-vis de moi-même, et de connaître justement, comme pour le cheval, mes imperfections, mes limites. J'ai l'humilité de ne pas tout savoir, et plus je sais que je ne sais pas, et donc j'ai besoin de l'autre. Et ce besoin de l'autre, ce besoin de la relation, il va me permettre de m'ouvrir. Et dans cette ouverture, et dans cet échange qu'on va avoir, je vais à la fois apprendre sur moi et apprendre de toi, et c'est là qu'on va rentrer dans ce dialogue qui va nous permettre de grandir ensemble. Dans le livre, tu fais référence à Edgar Morin sur la complexité. Comment on fait pour gérer de la complexité ? Et en fait, ce que j'aime beaucoup, c'est que ça va complètement à l'inverse de la manière dont notre société fonctionne, c'est-à-dire par l'analyse. Est-ce que tu peux nous expliquer ça et le rôle de la relation et du dialogue à l'intérieur de ça ? Alors la complexité, évidemment, c'est un grand sujet. Déjà, à nouveau, mon côté linguiste, complexité, ça vient de complexus, qui veut dire tout ce qui est relié. Donc, dans le mot complexité, on a la notion de reliance, de lien, de tissu relationnel. Et donc, ce tissu relationnel inhérent à la complexité, il implique à nouveau qu'on est dans une approche systémique et que donc tout est lien
et c'est par ces liens qu'on va arriver à comprendre. C'est pas l'objet lui-même qui est important, c'est les liens entre les objets. Et quand on part de ce principe-là, on voit qu'on a un vrai souci dans nos sociétés, c'est qu'on est dans des sociétés fragmentées, où la science et la technologie qui nous ont apporté beaucoup ont en même temps fragmenté, spécialisé, généré de l'expertise, voire de l'exclusion. Oui, à outrance. À outrance. Ce qui fait que, en se spécialisant et en se fragmentant, on perd la notion de lien. Donc, la notion de lien, pour moi, et je remonte au premier article que j'ai écrit en 1994 avec 2 collègues d'HEC, Jacques Landrevie et Jean-Paul Larson, qui s'intitulait déjà Le savoir relié, en 1994 dans l'École des managers de demain. Le point de départ, c'est relier les disciplines, relier les différences, relier les cultures, créer des ponts entre tous ces éléments et élargir le cercle de ces éléments. Donc l'interdisciplinarité, c'est l'opposé de la fragmentation scientifique ou isolant les différentes disciplines, c'est créer des ponts. Alors ça revient plus ou moins à l'ordre du jour, hein. On commence à parler d'interdisciplinarité, il y a eu des essais, des tentatives d'interdisciplinarité, il n'en demeure pas loin qu'aujourd'hui, tout scientifique, tout chercheur va tendre vers une hyper-spécialisation et donc une hyper-fragmentation. Et c'est pas parce qu'on est spécialiste qu'on ne peut pas se relier à d'autres disciplines. Au contraire, j'ai un exemple d'un professeur à HEC qui s'appelle Itzhak Gilboa, Tsachi, qui est professeur d'économétrie, dont l'épouse est psychologue, et qui fait des ponts entre la psychologie et l'économétrie sans aucun problème. C'est-à-dire qu'il va parler de comment prendre des bonnes décisions. Il a un livre qui s'appelle Making Better Decisions, qui est rempli d'équations. Ça n'empêche pas de penser application, implication sur la société, sur l'humain, sur la relation. Et en fait, je trouve que c'est vachement important parce que on a tendance effectivement à être dans cette pratique de l'analyse, donc découper tout en morceaux pour pouvoir tout expliquer. On aime bien ça. Et en fait, ce que tu dis, c'est qu'il faut être généraliste. En fait, d'une certaine manière, c'est indispensable. Ça tombe bien parce que Vlan, c'est un podcast généraliste. Mais en fait, c'est exactement ça. C'est un podcast sur le lien à soi, aux autres, à la nature. Et c'est un podcast où j'essaye de toucher un peu tous les sujets. Parce que je pense que, moi, dans ma tête, en tout cas, ils sont tous très reliés les uns aux autres. Et j'essaie justement à travers ce podcast de faire le pont entre tous ces sujets. Alors après, je le fais de manière complètement invisible, c'est-à-dire que je ne le dis pas concrètement, mais j'espère que les gens qui écoutent comprennent d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas font le travail de manière consciente ou inconsciente, de pont entre les sujets, parce qu'en fait il existe ce pont. Absolument, et je trouve que justement ce que tu fais est remarquable parce que ça permet de désenfermer. C'est-à-dire que plutôt que d'enfermer les sujets, de les ouvrir. Et un des soucis qu'on a, notamment un souci de langage, hein, c'est que quand on dit généraliste, c'est tout et rien. Ouais, c'est ça. Il dit lui, il est spécialiste, il est bon, hein, il est spécialiste et il connaît son sujet. Et Edgar Morin, pour moi, est un magnifique exemple parce que il a touché en profondeur à beaucoup de disciplines. Et donc, l'interdisciplinarité, ça ne veut pas dire survoler les disciplines. Ça veut dire aller dans le fond, mais dans plusieurs disciplines en même temps. Et de créer des ponts entre ces disciplines. Quand je dis j'ai un doctorat en littérature comparée, mais j'ai fait psycho et j'ai un master d'anglais sur la traduction poétique, etc., etc., et championne de ski aussi. Bon, après le sport et tout, mais donc on est nourri de tellement de choses. Créons des ponts, puisque chaque être est unique, et dans cette unicité, il y a une richesse pluridisciplinaire, polyvalente, qui est à nourrir et surtout pas à exclure. Il y a une phrase que j'aime beaucoup dans le livre, qui est dans le dialogue, l'enjeu c'est nous, dans le débat, l'enjeu c'est moi. Tu peux nous en parler un petit peu? Parce que je trouve que c'est une belle phrase déjà pour commencer. Et en plus, je la trouve assez forte finalement. Alors, on revient à cette notion de si dans le débat l'enjeu c'est moi, c'est que j'ai des convictions, j'ai des idées, bon très bien, tout le monde a des convictions et des idées, mais mon seul objectif c'est de les faire passer et de les imposer surtout. Alors que dans le dialogue c'est nous, c'est-à-dire c'est de co-construire, c'est de créer ensemble quelque chose dont on ne sait pas exactement ce que ça va être. Et ce nous, ce collectif, c'est l'essence de la société. C'est ce qu'on perd aujourd'hui, c'est-à-dire chacun tire la couverture à soi et du coup on rentre dans des débats stériles, des débats polarisants qui divisent la société
L'exemple le plus prégnant aujourd'hui étant ce qui se passe aux États-Unis, qui déchire le monde et la société de façon extrêmement binaire, extrêmement simpliste, et qui ne permet pas cet enrichissement mutuel qu'on peut avoir dans le dialogue. En quoi le dialogue, le conflit, tu vois, j'utilise des mots, mais je le fais pas exprès, je le fais pas exprès, c'est complètement inconscient. En quoi le débat, c'est stérile? Parce que en fait, on a tendance à penser que si j'ai les meilleurs arguments, je vais réussir à convaincre l'autre d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça qu'on débat en général. On dit que les Français, ils adorent le débat. Mais le débat devient stérile quand il s'arrête à camper sur ses positions, quand il ne permet pas l'intégration du propos de l'autre dans ce qu'on est. Même si on finit par penser qu'on est quand même détenteur de la vérité, pour moi, il n'y a pas la vérité. Il y a des vérités qui se construisent et qui évoluent. D'ailleurs, une vérité n'est pas infinie. C'est quelque chose on peut chercher à l'atteindre, mais c'est que là, c'est l'asymptote. On s'en rapproche, mais on ne l'atteint jamais. Sinon, ça se saurait. et c'est justement ça qui est beau. C'est-à-dire que, pour moi, le monde avance quand on creuse. Le monde avance quand on cherche. Le monde avance quand on accepte de ne pas avoir raison, quand on accepte que quelqu'un va avoir un point de vue différent et que ça va me nourrir dans ma réflexion et que je ne vais pas ne pas écouter justement parce que je suis persuadée que c'est mon point de vue qui est le bon. Et à nouveau, ça c'est un point très important. On parle du jugement. Je parle dans le livre même de la définition du jugement, des définitions du mot jugement. Dans le jugement, il y a la justice. Dans le jugement, il y a le bien, le mal. Il y a le vrai, le faux, donc il y a ce côté binaire. Et dans le jugement, il y a le discernement. Donc, le jugement peut être utile. Le jugement est absolument même indispensable parce que le discernement, c'est justement ce qui manque à notre société. Dans une société digitale, si on n'a pas de discernement, on prend tout pour argent comptant, les algorithmes nous nourrissent, on réfléchit pas, on prend, on absorbe et on n'est que nourri de choses qu'on sait déjà en fait. C'est un petit peu ça, non ? Oui, alors là, c'est la réalité du monde malheureusement. Mais le discernement, c'est ce qu'on devrait enseigner en premier dans les écoles, c'est d'être capable de faire la part de ce qui vient de moi, de ce qui vient de toi, de ce qui vient du prof, de ce qui vient de telle culture, de telle différence, etc. Et de voir pour ensuite construire ton propre jugement. Mais il y a une forme de jugement qu'on essaye d'effacer du dialogue. Pour permettre le dialogue, il faut sortir du jugement. C'est-à-dire qu'il faut, si on veut rentrer dans un dialogue tous les deux, et nous y sommes, il n'y a pas d'intention. Je ne suis pas en train d'essayer de te convaincre que j'ai raison. Je n'ai pas d'attente vis-à-vis de toi. On est dans un échange dans lequel on espère construire quelque chose. On espère partager quelque chose qui va nourrir les autres, ceux qui nous écoutent, toi et moi, de notre échange. Si je suis dans le jugement, eh bien, soit je vais pousser mon argument en essayant de te convaincre, soit je vais te dire c'est moi qui ai raison, ou c'est bien, ou c'est mal, et donc on est dans du plus et du moins. Cependant, il y a des moments où le jugement est nécessaire, parce qu'il y a des moments où il faut être capable d'évaluer. On est dans une entreprise, il y a une performance, il faut savoir si on a atteint ses objectifs ou pas. Donc on dit c'est bien, c'est mal. Moi, en tant que prof, tous les cours que je fais, j'ai une évaluation des élèves. L'évaluation, elle a deux composantes. Elle a une composante chiffrée, qui est sur une échelle de 1 à 5, comment ils ont apprécié la pédagogie, les outils, ce qu'ils ont appris, etc. Et puis, il y a une évaluation qualitative, qui pour moi est moins une évaluation qu'un partage de perception. Et je dis toujours à mes étudiants, à mes participants, quand vous êtes à ce moment d'évaluation, faites le distinguo et choisissez le registre de l'évaluation quand vous mettez la note, très bien. Et par ailleurs, essayez dans vos feedbacks d'être sur votre perception. Qu'est-ce que vous avez retenu? Qu'est-ce que vous avez retiré? Qu'est-ce que ça vous a appris? Qu'est-ce que vous avez perçu de cet apprentissage, de ce vécu à travers le savoir relié, qui vous a fait grandir ou pas, Là, vous allez m'aider, moi, sur le contenu, sur la qualité de mes enseignements, sur ce que je vais pouvoir faire avancer, parce qu'il y aura un vrai partage. Donc, c'est deux choses différentes, et il faut être capable de faire la part des choses. Mais alors, comment on fait pour être dans un dialogue ? Alors, pas sans jugement, parce que tu dis le jugement, ça peut être utile, mais quand je dis sans jugement, tu vois bien ce que je veux dire, c'est-à-dire sans juger ce que l'autre est en train de dire, et je parle pas de discernement, malheureusement. C'est très dur, et c'est pour ça que je reviens sur la notion d'effort, de posture, et quand on rentre dans le duo, qui est la deuxième partie du savoir relié, une fois qu'on a fait le solo, la réflexion sur soi, on rentre dans cet échange à deux. Bien, l'état d'esprit dans lequel on est, c'est quand j'ai une pensée qui vient où la personne est en train de parler et moi je suis déjà dans mon cerveau, je vais au maximum chasser
tous ces biais, toutes ces idées qui me viennent pour me forcer à être sans intention, sans attente et sans jugement. Et ça, c'est contre nature, c'est absolument pas naturel, c'est pour ça que c'est un effort et que c'est un travail, mais quand on y arrive, et donc ça, c'est pour le coup la recherche de milliers de personnes qui sont passées par là, d'interviews, de données que j'ai récoltées sur ces expériences. Et dans tous les cas, quand on sort d'un vécu comme ça, où on a fait un duo, ça dure 1h30, hein, donc c'est relativement long, surtout quand on est en entreprise et qu'on fait un séminaire comme celui-là, eh bien tous sortent avec du bien, avec du mieux-être, avec de la qualité, avec de l'enrichissement et avec le sentiment d'avoir grandi en confiance en soi, confiance en l'autre. Et donc j'arrive à dire, par la preuve, qu'on peut créer de la confiance en 1h30. C'est quel genre de questions qu'on se pose quand c'est comme ça? En fait, les questions du duo sont des questions ouvertes, c'est super important, et je le vois dans le jeu, parce que dans le jeu dialogue qu'on a développé autour du livre, et pour créer une pratique plus ouverte et plus facile de ces questions-là à tout public, il y a un moment de questionnement, et l'importance d'une question ouverte, c'est de se rendre compte que quand on pose une question, la plupart du temps, on a déjà la réponse dans la tête. Ou alors on sait vers quoi on va. C'est une question induite qui induit quelque chose. Ou alors c'est une question fermée. J'ai raison. Donc t'as plus qu'à répondre oui ou non. Et c'est pas ça qu'on cherche. En tout cas, ça va pas nous aider beaucoup à grandir. Apprendre à poser des questions ouvertes, c'est aussi une partie de l'échelle d'inférence où, pour arriver à descendre de son échelle, il faut questionner de façon ouverte et il faut argumenter pas de façon poussée, mais de façon à nouveau ouverte pour élargir le champ du débat, de la discussion, et là ça devient un vrai dialogue, eh bien cette capacité d'échange et d'ouverture, elle est portée par cette posture qu'on a de je jette les idées qui me viennent et j'accepte l'autre tel qu'il est. Pardon, je me répète, mais du coup, c'est quel genre de questions? Alors, les questions, c'est... alors, faut pas oublier, le duo part de la lecture d'un solo. C'est-à-dire, tu as écrit un texte de réflexion sur toi, moi aussi, on l'a échangé et j'ai lu. Donc, les questions, c'est... alors, tu parles d'une rencontre que tu as faite et qui t'a permis de mieux comprendre une technologie. Donc ça peut être très technique, très business, très orienté. Est-ce que tu peux me dire comment la personne a influencé ta façon de voir cette technologie ou de l'apprendre et comment toi tu as évolué à partir de là? Voilà le type de questions qu'on va avoir. C'est le comment, c'est le pourquoi, c'est l'ouverture, c'est le quoi pour élargir l'explication plutôt que est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai tort et pourquoi tu as fait ça mais avec une idée derrière la tête. Est-ce que dans un monde... Est-ce que c'est parce que plutôt on est dans un monde en crise qu'on n'arrive plus à dialoguer ou c'est l'inverse? On est dans un monde en crise. Le dialogue ne va pas tout résoudre du tout. Je pense que la crise, elle a des sources multiples. Ce n'est pas le dialogue, le manque de dialogue qui crée la crise. En revanche, je pense que c'est l'arrivée, la réintroduction d'un dialogue tel qu'on le définit dans le savoir relié qui va permettre j'espère, enrayer la crise. Et je voudrais prendre l'exemple du travail que je fais actuellement sur le harcèlement scolaire et la violence à l'école, pour lequel je pense qu'il y a un beau travail à faire par le dialogue, parce qu'en créant les conditions pour les enfants, non pas de se juger, mais de s'écouter, non pas de tirer des conclusions parce que tel enfant est habillé comme ci ou comme ça, qui se comporte comme ci ou comme ça, ou qui parle de telle ou telle façon, ou qu'il a tel vocabulaire, que les maîtres d'école et les professeurs, pareil, vont tirer des conclusions un peu hâtives, et que c'est tout l'écosystème qui est concerné. C'est les parents, les enfants, les instituteurs, les professeurs, les directeurs d'école. Tout, c'est un écosystème qui est touché par ce problème-là. Et qu'en introduisant le dialogue dans cet écosystème, en créant les conditions d'une façon de se parler avec des comportements adaptés, donc d'écoute et autres, à tous les niveaux, et ça, c'est pas difficile, tout le monde peut le faire. C'est un travail, mais c'est pas difficile. À nouveau, on revient au niveau des sens. J'utilise mes oreilles pour écouter, j'utilise mes yeux pour regarder, et je ne vais pas tirer des conclusions ou juger. Quand je juge, je vais m'arrêter et dire « Ah, attention, là, je suis en train de juger. Est-ce qu'on peut regarder autrement ? Est-ce qu'on peut comparer ? Est-ce qu'on peut essayer de se comprendre ? Est-ce qu'on peut faire la part des émotions ?
comprendre ce que sont les émotions. Il y a un travail qui commence à être fait en France à ce stade-là. Il y a des programmes qui sont mis en place. Alors, on parle d'empathie, c'est un mot un peu valise qui couvre tout. Au Danemark, ça fait des dizaines d'années qu'ils ont des cours d'empathie, entre guillemets, en tout cas qui pratiquent une ouverture beaucoup plus large que ce qu'on a aujourd'hui dans nos écoles et dans notre système d'éducation. Donc élargir ce champ et se donner les moyens. Et pour nous, le jeu dialogue, c'est vraiment la solution parce que c'est simple, c'est ludique, c'est fun et ça permet par le truchement des émotions et de simplement raconter des histoires, de mettre en situation le regard de l'autre sans le juger. Et donc de comprendre que moi, si j'ai perçu quelque chose, c'est pas automatique que tu perçoives la même chose et que tu comprennes mon histoire à travers ma perception. Dans le livre, tu as cette phrase qui est ce n'est pas les convictions qui nous radicalisent, mais le radicalisme qui façonne nos opinions. Tu peux nous expliquer? Alors, ce n'est pas le radicalisme qui façonne nos opinions, c'est-à-dire que la société s'est radicalisée parce que simplification. Donc on rejette la complexité, on veut simplifier. Si on simplifie, on va binariser, donc on va polariser, et donc en polarisant, on va radicaliser. C'est dans ce sens-là que ça se passe. Et donc c'est l'effet de cette simplification qui a généré, et on a un exemple à nouveau assez, notamment dans les mots et dans la façon dont on utilise les mots pour diriger, orienter et façonner la façon dont doivent penser les gens, et façonner la façon dont son public pense en radicalisant. C'est-à-dire c'est des mots très simples, simplifiés, répétés à l'envi, qui font qu'on va manipuler son audience et générer ce radicalisme, cette radicalisation qui fait que, je prends l'exemple de pendant le Covid, quand Trump a dit qu'il fallait boire de l'eau de Javel pour guérir du Covid, c'était tout le monde a de l'eau de Javel chez soi, donc c'est simple, on a accès, et puis il y en a quand même qui l'ont fait. Donc on va dire, faut être idiot pour le faire. C'est l'influence qu'on peut avoir par le langage, par les mots, par cette simplification à outrance et par des mots répétés qui font que les gens croient ce qu'ils entendent. Et ça fait très peur. Ça fait assez peur, parce que on voit beaucoup de... En tout cas, moi, je vois beaucoup de pensées qui sont complètement... Enfin, pour le coup, tu vois, j'ai un jugement, mais qui sont assez folles et flippante du coup, parce que il y a des gens qui croient vraiment parfois n'importe quoi. Je me suis posé la question de savoir, et là je parle du gouvernement français, donc tu vois, je sais pas si c'est des fous, mais par exemple ce terme d'écoterrorisme, qui quand tu prends un peu de recul est complètement dingue. C'est-à-dire que on critique des écologistes d'être écoterroristes. Ouais. Et ce mot-là, il a été justement répété à l'envi dans tous les médias. Du coup, les gens l'utilisent pour exprimer quelque chose. Est-ce que c'est pas total l'éco-terroriste, tu vois? Enfin, c'est très étrange de dire tiens, il y a des jeunes qui ont jeté de la peinture sur une fausse peinture qui est derrière une vitre par ailleurs. Et ça, c'est de l'éco-terrorisme. Versus les gens qui nous polluent du jour au lendemain. Et ça, c'est pas du terrorisme. C'est très étrange quand même qu'un gouvernement puisse utiliser ce genre de méthode. Oui, et c'est encore une fois les mots. Alors, en l'occurrence, on pourrait, je reviens à la poésie, écothéorisme, c'est un oxymore, quelque part en soi. Bien sûr, qu'on associe deux mots opposés qui vont vous dire quelque chose. Et c'est à nouveau la force du langage et l'emploi d'un langage qui va générer des comportements après, en radicalisant, c'est-à-dire en opposant, on est pour ou contre, on est avec ou contre, et dans cette radicalisation, il y a un emploi délibéré de certains mots qui vont générer des comportements. Je donnais l'exemple de Trump, mais en effet, après c'est un jugement porté sur la société, dissocier éco et terrorisme et voir en quoi l'association de ces mots est dangereuse. Et c'est une association qui va de facto, parce que qu'est-ce qui prime dans écoterrorisme? C'est terrorisme. Et donc c'est ça qui prend le poids de l'ensemble du message. Et donc de quoi parle-t-on en fait? Et en questionnant le mot en lui-même plutôt que de le prendre pour argent comptant comme les algorithmes, comme tout ce qui nous nourrit en boucle, c'est à nouveau ce manque de discernement, ce manque de capacité qu'ont les individus à faire la part des choses et dire non, là stop, là c'est pas pour moi, là ça ne me correspond pas, là j'ai une forme d'intégrité et je dis stop.
J'ai parlé, moi, en tout cas, de conflits entre deux personnes. S'il y a des personnes qui nous écoutent qui sont en conflit, ce qui est très probablement le cas, par où on commence? Alors, ça va être simple pour moi, hein, le conflit, et je travaille beaucoup sur ce sujet-là, que ce soit en entreprise ou dans les coachings que j'ai. On commence par réfléchir sur soi, se remettre en question. Donc avec quel genre de questions? Alors, les questions, pour moi, elles touchent à la relation. Et en fait, quand j'oriente vers le solo, il y a 4 catégories de questions. Il y a des questions sur vous et vous-même. Donc, toi et toi-même, tu vas prendre du recul. Donc, tu as des questions comme quelles sont tes passions et comment tu as vécu les passions dans le temps et qu'est-ce que tu n'aimes pas faire. Donc, une réflexion sur ce qui me nourrit. Ensuite, il y a toi et l'autre. Par exemple, en qui est-ce que tu as absolument confiance et pourquoi? Est-ce que tu peux exprimer ça? Il y a dans ta relation au groupe, comment tu vis la diversité dans une société, dans un environnement, dans un groupe. Ça, c'est un type de question qu'on va poser. Et toi et le monde ou la société, par exemple, quelles sont les limites de ta compassion? Donc ça, c'est le type de questions qui sont portées. Il y en a 40 en tout que je pioche et à partir de 8 questions, tu vas faire cette remise en question de toi-même par le solo. Cette remise en question, elle ne s'arrête surtout pas là, parce que sinon on tourne en boucle et c'est très très difficile d'évoluer. Mais c'est parce que je vais partager ma réflexion avec toi que je vais pouvoir grandir, apprendre de toi et surtout m'ouvrir à ton regard et te donner mon solo. Donc 2 personnes qui sont en conflit, ce que je recommande, c'est de faire un duo. Pour faire un duo, il faut avoir fait un solo. Donc c'est solo-duo. Et ça ne va pas forcément résoudre le conflit. Et j'ai plein d'exemples de situations de conflit en entreprise ou ailleurs qui ont pu évoluer, même parfois par la rupture, mais une rupture assumée plutôt qu'une rupture violente, parce qu'on a fait ce travail de solo-duo qui a permis de mieux comprendre pourquoi on est en conflit, de mieux comprendre ce qui génère ce conflit, éventuellement d'en sortir en trouvant une solution commune ou d'en sortir en se séparant. Mais laisser un conflit pourrir dans son œuf et ne pas rentrer dans cette ouverture à l'autre avec les conditions requises, c'est-à-dire la posture 3G, l'ouverture à l'autre, l'écoute, l'attention, tout ce que j'ai dit jusque-là, eh bien, c'est ça qui va permettre ce conflit d'être mieux vécu et pacifié, mieux compris. Quoi, ouais, absolument, quoi qu'il arrive. Donc pour les gens qui nous écoutent, passez par ce petit exercice. Mais c'est un exercice qui est assez long. En fait, ça demande de l'engagement assez fort. Quand on est énervé, on n'a pas vraiment peut-être envie de faire ça, je sais pas. Alors oui et non, parce que le solo finalement désénerve. Le solo, c'est un exercice c'est le plus dur pour rentrer dans la pratique du savoir relier. Mais tous ceux qui ont fait un solo, même ceux qui avaient absolument pas envie, qui voulaient pas, etc., qui ont fini par le faire, sont sortis en disant ça fait du bien. Donc déjà, ça fait du bien. Comme un bon massage, ça fait du bien. Un solo, ça fait du bien. Donc ça, c'est la première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est que pour le duo, c'est la même chose et que finalement, ça prend pas tant de temps que ça. Ça prend maximum 1 heure, enfin minimum 1 heure pour faire un solo et 1h30 pour faire un duo. Donc en 2h30, potentiellement, j'ai résolu mon conflit. Combien de conflits durent des mois, des années, des dizaines d'années ? Je pense qu'on peut consacrer 1h30. Avec de la rancœur, oui, absolument. Bah ouais, parce que c'est un peu ça le sujet. Tu écris aussi que les relations sont généralement transactionnelles. Ce qui est choquant en général quand on parle d'amitié, quand on parle d'amour, quand on parle de générosité, etc. En quoi les relations sont nécessairement transactionnelles? Alors réfléchis à la dernière fois que tu es allé voir un ami ou un membre de ta famille ou quelqu'un que tu connais bien et réfléchis à la dernière fois où tu as fait ce pas sans aucune intention dans ta tête et sans aucune attente de cette rencontre que tu vas avoir. Tu réfléchis bien et tu te dis mais c'est extrêmement rare d'aller juste pour donner, écouter,
sans attendre rien en retour, sans attendre recevoir. Alors transactionnel. Moi, je suis assez comme ça. Oui, mais alors, tu fais partie plus des exceptions que de la nature de l'humain commun, on va dire. La plupart du temps, même si c'est pour aller boire un coup, se retrouver avec des amis dans un moment de convivialité, on a toujours une petite musique dans la tête avec quelque chose qui trotte. Et c'est en ça, l'idée de transactionnel, c'est pas tu vas me donner de l'argent, c'est pas ce type de transaction. C'est qu'il y a quelque chose qui nourrit, et pas forcément en mal d'ailleurs, hein, c'est j'ai envie de partager ça parce que c'est important pour moi de le partager. Mais donc il y a une intention derrière. Et ce que fait le travail du savoir relier, c'est de chanter au maximum ses intentions et ses attentes pour créer, et c'est pas naturel, hein. C'est pour ça que c'est un effort, mais ça crée des conditions particulières qui vont faciliter cette ouverture et peut-être l'exacerber même. Alors, c'est pas dans la vie courante qu'on fait ça. C'est pour ça que c'est un moment en soi, que c'est une posture en soi, que c'est une démarche engageante et que, limite, il faudrait avoir un lieu particulier. Il faudrait des conditions particulières. Il faut pouvoir se concentrer sur ce moment. Le ici et maintenant, d'être dans l'instant présent sans se dire dans 1 heure, j'ai rendez-vous là, j'ai ceci, j'ai cela, c'est quasiment impossible parce que dans nos vies, on a toujours un avant, un après et on est toujours dans un continuum, ce qui est normal. Donc isolé, et ce que je dis toujours, et ce que les personnes aussi qui sortent d'un duo disent, ils ont l'impression que le temps a été suspendu. C'est-à-dire quand j'en vois dans un séminaire 2 personnes faire un duo, notamment dans le cadre d'un travail en entreprise, ils disent maintenant vous allez passer 1h30 à 2 dans cet échange avec votre peer, votre partenaire. Ils me regardent et me disent 1h30, mais c'est pas possible, c'est long. Et en fait à chaque fois ils reviennent en disant mais c'est pas possible, 1h30, il s'est rien passé là, ça fait 5 minutes qu'on est ensemble. Donc cette notion de temps dans lequel on est dans un continuum d'avant-après avec toujours un agenda qui s'enchaîne et qui ne s'arrête pas, et là, le temps s'arrête. Pas mal. Et ce que j'ai trouvé aussi intéressant sur cette idée transactionnelle, c'est tout ce que tu expliques sur la générosité. C'est vrai que quand on dit de quelqu'un qu'il est généreux, il n'est pas censé avoir d'attente. On dit oui, il faut donner sans attendre, etc. Est-ce que ça existe vraiment ou pas ? Il y a quelques exemples d'exceptions. Je prends souvent l'exemple de Mère Teresa qui a beaucoup donné. Elle a d'autant plus donné qu'elle était dans le doute, y compris de sa propre foi. Et sans être croyante, j'admire beaucoup cette capacité à donner. J'aime à dire aussi que la générosité a ses limites. C'est-à-dire que d'être trop généreux, c'est se brûler les ailes. Qu'il faut savoir être égoïste et penser à soi aussi, parce que c'est une forme de retenue qui permet de ne pas aller trop loin dans cette générosité, sans être transactionnel, c'est-à-dire je ne donne pas pour recevoir, mais je donne, même parce que ça me nourrit. Donc rien qu'en soi, je sais que ça va me nourrir, que ça va m'enrichir, donc donner, c'est une force. Penser à l'autre et être à l'autre et avoir cette écoute de l'autre, c'est un enrichissement en soi. Mais ne faire que ça et ne pas avoir ces moments de ressourcement et ces moments pour soi, c'est dangereux. On le voit dans les burn-out. 80% des burn-out sont liés à des problématiques soit de générosité, soit de trop d'intensité dans le fait de donner. Est-ce que trop de générosité peut tuer la générosité ? Oui. Je pense. Je pense absolument. Tu parles dans ton modèle d'être un générateur. Alors d'abord, qu'est-ce que ça veut dire et comment on peut faire pour en devenir un ? Alors générateur, pour moi, c'est produire. Et donc la notion de production, de résultat, de performance est essentielle dans notre travail. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un monde de béni oui-oui, et que peut-être que ça vient du sport, du fait que j'ai été sportive très jeune et que j'étais confrontée à la compétition par la nature de ma famille qui m'a embarqué dans ce domaine-là, et que donc la performance et se dépasser, le dépassement de soi, tout ça c'est très très important. Donc ça fait partie de cet engagement, et donc donner, performer, produire, générer, c'est quelque chose, c'est un moteur. Pour moi, si on n'est pas générateur, on meurt. Le jour où j'arrête, j'ai plus de projet, je meurs. Donc j'ai ce besoin de produire, de fédérer, de générer pour soi et pour les autres, c'est la source de la vie pour moi. Donc
quand je parle des 3G et que je dis genuine, generous et generative, c'est aussi produire quelque chose qui nous dépasse. Et on en revient à la gestion de la complexité, la gestion de l'incertitude, le fait de ne pas savoir. Générer, c'est aussi être capable d'accepter le nouveau, d'accepter qu'il va y avoir des choses que je ne maîtrise pas, d'accepter l'incertitude, d'accepter de se remettre en question dans ce mouvement-là. Et donc, c'est ce mouvement générateur qui va permettre à la relation de continuer à grandir et de ne pas se nourrir d'elle-même, de ne pas se scléroser, de ne pas être empreint de certitude, de ne pas être empreint de vérité, mais d'accepter que y a plein de choses que je ne sais pas et j'ai toujours besoin d'apprendre. La posture d'apprenant, c'est ce qui nous fait vivre. Le jour où j'ai plus envie d'apprendre, le jour où j'ai plus envie, je meurs. Tu as parlé tout à l'heure de solo et duo, mais il y a aussi 2 autres phases qui sont socio et mundo. Tu peux nous expliquer? Donc solo, c'est je fais une sorte d'introspection. Duo, je crée un dialogue avec une personne avec qui je suis en conflit plus ou moins d'ailleurs, pas nécessairement en conflit. Absolument, ouais. Et alors, socio et mundo, c'est quoi? Alors socio, c'est passer du binôme au groupe et d'arriver à générer de la confiance non plus, encore générer, arriver à générer de la confiance non plus à 2, mais au groupe. Et c'est pas du tout le même mouvement. C'est-à-dire d'arriver à fédérer une équipe, c'est pas la même chose de fédérer un individu. Et donc la 3e étape socio, c'est créer les conditions pour qu'ensemble on puisse grandir, non plus à 2 mais en groupe. Là j'utilise la résilience, donc nouveau référence à Boris Cyrulnik, mais aussi à Carl Weick qui ont travaillé sur ces notions de résilience dans différents milieux. Et pour moi la résilience c'est un prétexte pour nourrir cette intelligence collective, pour arriver à dépasser et à sortir de moments d'adversité ensemble. Sachant que le principe de socio, c'est de partager un moment d'adversité individuel dont on est sorti. C'est le fait de sortir d'un moment de difficulté qui crée la résilience. Et cette sortie du moment difficile mis en commun va nous permettre ensemble de décoder quels sont les mécanismes qui nous permettraient de rebondir ensemble. Et donc en partant de l'expérience individuelle vécue, donc du réel, on a quelque chose de tangible et on se rend compte dans l'échange, dans l'analyse, parce qu'il faut associer intuition et analyse, c'est très important. Et dans cette analyse commune, on va se rendre compte qu'il y a des mécanismes qui sont pour certains spécifiques à chacun, pour d'autres communs, mais dans tous les cas, qui vont nous permettre de mettre en commun, parce qu'on a besoin de l'autre, parce qu'on n'est pas seul, parce qu'on est plus fort à plusieurs que seul, eh bien, on va être capable de nourrir ce collectif qui va faire grandir une équipe et non plus un individu. Donc ça, c'est le passage du binôme au collectif. Après, dans une entreprise, si on s'arrête là, c'est très bien, mais on reste quand même très en vase clos. La partie mundo, c'est il y a quelque chose de plus grand que moi, il y a le bien commun, il y a le sens, il y a la raison d'être. Et une entreprise qui n'a pas de raison d'être ne dure pas. Donc pour qu'une entreprise dure et crée du sens, il faut faire ce travail commun d'alignement entre ma raison d'être personnelle et la raison d'être de l'entreprise, la raison d'être que j'ai dans le travail que je donne à l'entreprise et la raison d'être de ce qu'on va fédérer ensemble. Et ça, c'est un travail qui n'est pas l'apanage des boîtes de com. C'est un travail qui doit être fait en intérieur, en interne, qui doit impliquer tous les collaborateurs, qui doivent eux-mêmes s'approprier et se sentir faire partie d'une histoire, d'une aventure. Et c'est ce travail-là que génère le mundo, la partie mundo. Est-ce que tu penses que dans notre société, c'est indispensable de remettre du dialogue dans un monde qui est aussi complexe et binaire? Oui. J'ai récemment publié quelques vidéos sur un petit peu pour interpeller ce qu'on voit en politique aujourd'hui, ce manque de dialogue, ce manque d'écoute. Ces invectives d'un groupe à l'autre, pareil, toujours clivant, toujours opposé, et sans prendre parti pour l'un ou pour l'autre. L'idée, c'est pas de faire de la politique, là, c'est d'arrêter ce clivage, d'arrêter cette opposition binaire, même si on va dire qu'elle est trinaire, mais elle reste binaire de toute façon. En tout cas, cette polarisation de la société nous tue, et si on ne remet pas du dialogue dans la société va mourir. Et j'écoutais ce matin
une émission sur France Inter d'un historien qui parlait de la Révolution française, de l'histoire des Français, de comment la façon dont les choses évoluent et se passent font partie de l'histoire. On coupe les têtes, on a des rois, etc. Enfin, toutes ces dimensions-là qui font partie de la culture française, on va dire. Mais pour moi, si on change de débat, et c'est pas du tout en opposition avec ce que j'entendais, qui était extrêmement riche et très instructif sur la façon dont la pensée française s'inscrit dans l'histoire. Mais aujourd'hui, je pense que l'enjeu, c'est le dialogue. Et que si on arrive, et pas n'importe quel dialogue, à nouveau le dialogue tel que nous le définissons, pas juste la parole qui traverse, mais beaucoup plus loin que ça, la posture, le mindset, la façon de s'engager dans la relation à l'autre par l'écoute, l'attention et la production d'idées nouvelles, sans en avoir peur, eh bien, si on ne fait pas ça, on va au clash. Ça me fait penser à justement cette histoire de chevaux dont on parlait tout à l'heure, et je me dis les politiques français ils auraient peut-être plein à apprendre des chevaux. Oui, le leadership adaptatif qui intègre la situation et le contexte et qui met en valeur telle ou telle compétence selon les contextes et les situations, indépendamment des pensées ou des idées politiques, c'est pas une mauvaise idée. Ouais. Merci beaucoup Valérie. Le podcast s'appelle Vlan. Donc, je voudrais savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte. Alors, ça va être simple. Je vais ouvrir la porte au dialogue. Et du coup, petit mot à nouveau sur le dialogue, c'est accessible à tous. J'ai dit que c'était un travail, un effort, mais j'ai montré par le jeu dialogue que c'est absolument possible pour tout le monde, de 8 ans à l'infini. Et mettre dehors, allez, Trump. Par hasard. Parfait. Merci beaucoup à toi. Merci. Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg from Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt.